20 octobre 2011 marque la date de la capture et de la mise à mort du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Les images qui ont circulé témoignent d'une exécution particulièrement violente. On vous laisse le soin de juger si elle était méritée ou non. Le fait est que la mort de Kadhafi a marqué la fin d'un règne de plus de 40 ans. 42 pour être plus précis. Depuis sa mort, la Libye n'a plus jamais été la même. Le problème, c'est que la vacance du pouvoir a entraîné un chaos indescriptible. La stabilité de la Libye davantage menacée après des affrontements meurtriers des milices, des troubles au Niger et au Soudan, selon l'ONU. Les survivants des inondations en Libye font face au traumatisme. Au moins 4000 personnes sont décédées lorsque la tempête a frappé Derna. Après les inondations en Libye, les armes qui n'ont pas explosé posent un nouveau danger. Début septembre de l'année dernière, une tempête dévastatrice a ravagé la Libye. Bilan, des milliers de morts. Mais ce n'est que le dernier drame d'une longue liste de tragédies qui ont frappé le pays. En fait, la chute de Kadhafi a déclenché la deuxième guerre civile libyenne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique que la Libye a sombré à ce point dans la violence? Est-ce qu'on peut espérer un jour la paix en Libye? On t'explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, je voudrais quand même te rappeler que si t'aimes bien ce genre de vidéo, tu peux t'abonner pour pas louper les prochaines. On en sort 2 par semaine en moyenne. Oublie pas non plus de liker et de faire tourner à tes potes, ça nous aide beaucoup. Ah, et on est sur Insta si tu veux nous parler. Allez, c'est parti. L'histoire se répète et comme on n'apprend jamais, on est condamné à répéter les erreurs du passé. Il y a une citation qu'on attribue souvent à Albert Einstein, mais je vous laisse notre pote Vas vous l'expliquer. Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. Voilà, on est le 4 mai 1980. Josep Broz Tito, le grand dictateur yougoslave, vient de mourir. Sa disparition met le feu aux poudres. Les tensions ethnico-politiques sont tellement fortes qu'elles mènent à la désintégration de la Yougoslavie. C'est le début des guerres des Balkans, un conflit sanglant qui fit environ 200 000 victimes, à quelques dizaines de milliers près. C'est dire à quel point on a du mal à appréhender l'ampleur de ces guerres. Alors quel rapport avec la Libye? Mais tout simplement que le pays a connu un scénario similaire. En fait, la société libyenne est très complexe. Déjà, elle est composée de plein d'ethnies et de tribus différentes. On dénombre plus de 30 groupes claniques dont l'influence sur la scène politique locale a beaucoup varié avec le temps. Mais ce que tous ces ensembles avaient en commun au cours de ces 5 dernières décennies, c'était qu'ils étaient tous unis derrière, ou plutôt tenus par la poigne de fer de Kadhafi. Faut dire que le dictateur libyen avait de sacrés arguments. Déjà, il avait mis en place un système de privilèges pour acheter la loyauté de ces groupes. Et ça, il pouvait se le permettre grâce aux énormes revenus de la rente pétrolière. En gros, la politique de la carotte et du bâton. Mais à la chute de Kadhafi, cette stabilité qui était en réalité complètement artificielle a volé en éclats. Les revenus pétroliers ne suffisaient plus à eux seuls à acheter la paix. La transition démocratique promise par Sarko et son pote BHL n'a pas eu lieu et la Libye a brutalement glissé dans la guerre interethnique et interclanique. Les tribus et les clans qui composent ces États encore plus artificiels ont longtemps été tenus ensemble par la poigne de fer des puissances coloniales, des rois ou des dictateurs militaires. Ils n'ont pas de réels citoyens au sens moderne. Les alternances démocratiques au pouvoir sont impossibles car chaque tribu vit selon la devise « diriger ou mourir ». Soit ma tribu ou clan est au pouvoir, soit on est mort. Thomas Friedman, écrivain états-unien, lauréat des 3 prix Pulitzer. Ok, on a le topo dans les grandes lignes, mais qu'est-ce qui n'a pas marché exactement? Pourquoi est-ce que les pétrodollars n'ont pas suffi à garantir une paix relative pour assurer une transition démocratique? On va voir ça dans le prochain chapitre. Du décollage réussi à l'atterrissage forcé. C'est en 2011 que le printemps arabe éclate. D'abord en
Tunisie avant de se propager à l'ensemble ou presque du monde arabe, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient. Et la Libye n'y a pas fait exception. Cet éveil démocratique se traduit par des manifestations monstres pour protester contre les régimes en place. Or, dans certains pays, comme en Libye, ces protestations sont réprimées dans le sang. C'est le début de la guerre civile libyenne. Le 26 février 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve le gel des avoirs des membres du gouvernement. Le 17 mars, toujours le CSNU approuve la création d'une zone d'exclusion aérienne censée protéger les civils contre des frappes aériennes de l'armée libyenne sur les zones rebelles. Ce sont la France et le Royaume-Uni qui ont promu ces deux résolutions, mais ni la Russie ni la Chine n'ont opposé leur veto à cette initiative. Kadhafi était isolé. Peu de temps après, l'OTAN intervient directement en déployant une force aérienne et maritime conséquente, mais sans envoyer pour autant des troupes au sol. Grâce à des frappes aériennes ciblées, l'OTAN anéantit les capacités militaires du régime de Tripoli. Kadhafi finit par tomber. Il est capturé vivant, torturé, puis exécuté. Sarko pouvait souffler. Kadhafi avait emporté dans sa tombe les secrets autour du financement illégal de la campagne en 2007 de l'ex-président français. Bref, à partir de ce moment-là, la Libye allait être gouvernée par le Conseil national de transition. Alors son règne n'a pas duré longtemps, 10 mois tout au plus, mais sa mission était claire, stabiliser le pays et organiser des élections pour entamer une nouvelle étape, celle de la démocratie libyenne. La Libye est un État démocratique indépendant où tous les pouvoirs dépendent du peuple. Tripoli est la capitale. L'islam est la religion et la charia islamique est la source principale de la législation. L'État garantit aux non-musulmans la liberté d'entreprendre leurs rituels religieux. L'arabe est la langue officielle en garantissant le droit culturel des composants de la société libyenne et les langues de celles-ci sont considérées comme des langues nationales. Déclaration constitutionnelle du Conseil national de transition. En juillet 2012, le Conseil national de transition cède sa place au Congrès général national. Des élections sont organisées pour élire 200 représentants du peuple chargés de désigner à leur tour un Premier ministre. Le taux de participation de ces élections est de 61,5% des Libyens en âge de voter. À cette époque, l'espoir était permis. On avait encore l'impression que tout allait bien se passer. D'accord, les relations entre les différents clans politiques étaient tendues. Mais en moins d'un an, le pays avait réussi à amorcer un processus démocratique, à organiser des élections et à former un gouvernement. Mais en quelques jours, tout s'est écroulé. En fait, durant les élections législatives de 2012, le Conseil national de transition adopte un système un peu particulier, celui du vote unique non transférable. Alors, ce qu'il avait de particulier ce système, c'était qu'il permettait aux Libyens non pas de voter pour un parti ou un candidat à l'échelle nationale, mais pour un représentant au niveau de leur district. Du coup, ce sont des profils très divers qui ont été élus, ce qui a limité la constitution de blocs politiques. Le Congrès était très fragmenté. Aucune majorité stable n'a émergé. Et pour ne rien arranger, plusieurs organisations islamistes comme Daesh ont fait leur apparition et se sont rapidement ancrées dans les territoires où le contrôle de l'État n'était pas encore solide. En 2014, de nouvelles élections sont organisées, sauf que cette fois-ci, le taux de participation s'effondre à 18%. C'est après que tout se pète la gueule. Plusieurs anciens membres du Congrès général national qui ne sont pas satisfaits des résultats de l'élection décident de ne pas les reconnaître. Dans la foulée, ils établissent un gouvernement parallèle à Tripoli, le gouvernement de salut national. Le Congrès, lui, tout juste renouvelé, forme un gouvernement à Tobrouk, une ville libyenne qui borde l'Égypte. C'est le gouvernement Abdallah Al-Thani. Or, ce n'est pas possible de faire coexister deux gouvernements qui revendiquent chacun une souveraineté légitime sur l'ensemble du territoire et de la population. La division politique a contaminé l'armée qui s'est scindée en deux et le pays a une nouvelle fois sombré dans la guerre civile, la deuxième en même pas 4 ans. Donc, entre la guerre civile, la poussée de l'organisation État islamique, la formation de milices locales autonomes comme les Touaregs et les Toubous, et les intérêts extérieurs comme ceux de la Syrie, de la Russie, de l'Égypte et de la Turquie, la Libye a tout simplement implosé. On voit bien dans cette carte de 2015 à quel point ce territoire était morcelé, avec 2 régimes concurrents, plusieurs milices claniques et divers groupes terroristes actifs sur le territoire libyen. En plus, ce que l'OTAN n'avait pas du tout prévu, c'est qu'une énorme quantité d'armes et de combattants djihadistes allait descendre vers le sud et infiltrer le Nigeria, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne est complètement déstabilisée par la
la menace islamiste que l'armée française n'a pas réussi à endiguer, que ce soit avec l'opération Serval ou Barkhane. Bref, la Libye, unie derrière Kadhafi, appartenait au passé. Forcément, toutes ces tensions ont un impact direct sur la principale source de revenus du pays, l'industrie pétrolière. En fait, la Libye possède l'une des 10 plus grandes réserves de pétrole au monde. Et jusqu'à la veille du renversement de Kadhafi, la production nationale ne cessait d'augmenter. Mais depuis, tout a changé. Le naufrage de l'industrie pétrolière du pays, il est flagrant. En 2011, puis en 2014, 2015 et 2016, la production de pétrole a dégringolé de plus de 75%. Et même si depuis, la production a un peu repris, elle reste 30% inférieure au niveau pré-2011 et le printemps arabe. J'avais plus confiance envers les Européens étant donné la proximité de la Libye pour s'investir dans le suivi. Le degré de division tribale en Libye était supérieur à ce que nos analystes avaient prévu. Et notre capacité à avoir une quelconque structure là-bas avec laquelle nous pourrions interagir, commencer à l'entraîner et lui fournir des ressources s'est effondrée très rapidement. Barack Obama. Bref, en décembre 2015, les différentes factions signent l'accord de Skhirat sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies qui permet d'établir un dialogue. C'est ce qui a mené la plupart des partis à se mettre d'accord pour la mise en marche du processus de paix qui aboutit en 2020 à un cessez-le-feu et à la définition d'un calendrier électoral. Alors, on vous épargne les détails, parce que c'était un foutoir indescriptible. Mais en gros, le gouvernement nouvellement formé était dirigé par un conseil présidentiel, avec à sa tête Mohamed Menfi, secondé par un premier ministre, Hamid Dbeibah. Tous les deux sont entrés en fonction respectivement en février et en mars 2021. Leur mission, organiser des élections. À ce jour, elles n'ont toujours pas eu lieu. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye pour que le contexte soit jugé non propice à la tenue d'élections démocratiques? Qui mène la barque là-bas? Chapitre suivant. Le maître du jeu. De ce nouveau conflit ont émergé plusieurs leaders, dont certains sont issus de la société civile. On pense par exemple à Aref Ali Nayed, qui fut l'ambassadeur libyen à Abu Dhabi, la capitale émirati, ou encore à l'actuel premier ministre Abdulhamid Bibeg. Mais pour l'heure, les poids lourds politiques restent davantage tournés vers le passé que vers l'avenir. Saïf al-Islam Kadhafi, par exemple. Est-ce que ce nom vous est familier? Vous l'avez compris, il s'agit ici ni plus ni moins du fils de Muammar Kadhafi, qui a annoncé en novembre 2021 son intention de participer aux prochaines élections présidentielles qui devaient se tenir en 2023 mais dont on n'a toujours aucune nouvelle. Le fils aîné du dictateur libyen est, depuis la chute de son père, au cœur de toutes les tractations politiques entre les différents clans. En fait, au départ, Saïd al-Islam Kadhafi était resté entre les mains des milices de Zintan, actives dans le nord-ouest de la Libye et alliées du gouvernement de Tobrouk. Sauf que cette alliance n'a pas résisté à la deuxième guerre civile qui a démarré en 2014. Quoi qu'il en soit, la Chambre des représentants libyenne envisageait dans le cadre du processus de paix de lui accorder l'amnistie. Mais les autres acteurs politiques du conflit ont rejeté cette proposition. N'empêche qu'il a fini par être libéré en 2017 et que depuis, on sait pas trop où il se trouve. Certes, il est brièvement réapparu en 2021 dans une petite ville du sud de la Libye pour annoncer sa candidature à la présidence. Mais il est rapidement retourné en cabale. Parce qu'il a quand même été condamné à mort par contumace par les tribunaux de Tripoli. Et il y a aussi la Cour pénale internationale qui est à ses trousses avec un mandat d'arrêt émis à son encontre. En revanche, on n'a aucun doute que Saïf Kadhafi possède encore une grosse fortune héritée de son papa et tout plein de dossiers compromettants amassés par Muammar Kadhafi durant ses années de règne, ce qui fait de son fils Saïf un candidat sérieux. Ensuite, à l'opposé du spectre politique, on a le maréchal Khalifa Belkacem Haftar al-Ferjani, un vieil habitué de la scène politique libyenne. Ex-colonel de l'armée, il fut emprisonné et envoyé en exil par Muammar Kadhafi en personne après une déroute militaire contre des factions rebelles tchadiennes lors d'un conflit frontalier entre la Libye et le Tchad dans les années 80. En 2011, Haftar a évidemment vu une opportunité de revenir en endossant le rôle d'un seigneur de guerre flamboyant. En 2014, lorsque la deuxième guerre civile a éclaté, il prend les commandes de l'armée nationale libyenne sous l'autorité de la Chambre des représentants, celle qui s'oppose au gouvernement de Tripoli. D'ailleurs, Khalifa Haftar est un critique virulent de l'actuel gouvernement d'accord national.
Khalifa Haftar, le seigneur de guerre libyen, n'est pas intéressé par un compromis. Notoirement querelleur, le seigneur de guerre de 76 ans ne semble pas intéressé par un accord. Il a lancé une offensive pour prendre Tripoli en avril, quelques heures après l'arrivée du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans la capitale pour préparer une conférence de paix. Le maréchal Haftar était tout à fait indifférent au processus de paix jusqu'à ce que ses troupes soient contraintes de déposer les armes après l'annonce d'un cessez-le-feu national en 2020. Mais le processus de paix et l'amorce d'une transition démocratique ne semblent pas le passionner. Beaucoup d'analystes le considèrent comme un frein, un obstacle à un accord de paix. Pourtant, au départ, la France avait soutenu le maréchal Haftar. Que voulez-vous? Une des nombreuses inconsistances de la politique étrangère française de ces dernières années. Mais il y a pire. On observe depuis mars 2023 à la mise en œuvre d'un mécanisme appelé 6+6 qui réunit 6 membres de la Chambre des représentants libyenne à Tobrouk et 6 membres du Haut Conseil d'État à Tripoli afin de négocier les conditions pour la tenue d'élections démocratiques. Et bah pour l'heure, la candidature de Saïf al-Islam Kadhafi est annulée car le processus électoral prévoit l'exclusion de toute personne condamnée par les tribunaux. C'est un détail insignifiant qui pourtant grippe l'ensemble du processus. À présent, même le maréchal Haftar semble convaincu. L'envoyé de l'ONU et Haftar s'accordent sur la nécessité de finaliser le projet de loi électoral. Je rencontrais le maréchal Khalifa Haftar aujourd'hui à Benghazi. On se mit d'accord sur la nécessité de finaliser les projets de loi électorale élaborés par le comité 6+6 et de créer des conditions propices à des élections nationales inclusives en Libye. Abdoulaye Badili, envoyé spécial de l'ONU pour la Libye. Bon, voilà à quoi ressemblait le panorama politique de la Libye jusqu'au drame. Les vautours guettent. Entre le 5 et le 12 septembre 2023, la tempête Daniel a provoqué un véritable déluge dans les pays riverains de la Méditerranée. Une tragédie qui a servi de prétexte aux dérives complotistes et antisémites les plus farfelues. Pour le président tunisien Kais Saied, la tempête Daniel est un signe de l'influence du mouvement sioniste. Bref, en Libye, la catastrophe naturelle s'est transformée en cataclysme, avec la rupture de plusieurs barrages et des crues dévastatrices. Dans la ville d'El Beida, au nord-est du pays, c'est l'équivalent de 18 mois de pluie qui est tombé en l'espace de 24 heures. Les inondations ont fait plus de 11 000 victimes et 10 000 personnes supplémentaires sont encore portées disparues. Faut aussi rajouter les déplacés qui ont tout perdu. Bref, quand c'est pas la guerre, c'est le dérèglement climatique. Sauf que le maréchal Haftar a saisi l'occasion au vol pour se poser en sauveur de la nation libyenne. Khalifa Haftar utilisera les inondations en Libye pour renforcer son pouvoir. Le chef de guerre de l'Est libyen garde un contrôle strict sur l'aide après les inondations. Actuellement, les territoires sous contrôle du maréchal Haftar s'apparentent sérieusement à une dictature militaire. Rien ne lui échappe. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains pays comme l'Italie voient en Haftar le digne héritier de Kadhafi, le seul apte à stabiliser le pays et capable d'endiguer les flux migratoires sortants. Et ce, même s'il n'est pas du tout aligné sur les positions occidentales. Oui, parce qu'une autre puissance est passée par là, la Russie. En fait, Moscou s'intéresse de très près à la situation en Libye à cause d'un élément clé, le gaz. Il se trouve qu'en plus de ses importantes réserves de pétrole, la Libye a aussi énormément de gaz. En fait, le pays se classe parmi les 20 plus grandes réserves mondiales de gaz naturel. Mais 13 ans plus tard, la Libye n'a toujours pas réussi à retrouver les niveaux d'exportation de l'ère Kadhafi. Actuellement, on doit tourner autour du quart des exportations en 2010. Or, si la Libye parvenait à se stabiliser, alors Bruxelles serait en droit d'espérer un accord énergétique pour contribuer à satisfaire la demande de gaz de l'Union européenne. Ce qui ennuierait profondément le Kremlin, qui perdrait alors un important levier de pression. Du coup, Poutine soutient le maréchal Haftar, alors que les USA et plusieurs nations européennes soutiennent par l'intermédiaire de l'ONU le gouvernement d'entente nationale. Le maréchal libyen Haftar, reçu par Vladimir Poutine à Moscou. Bon, vous pouvez vous en douter, la réalpolitik, c'est la base des relations internationales. Forcément que Washington et Haftar ont déjà été en contact, ne serait-ce que pour éviter toute surprise désagréable à court terme. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pas
Par le passé, le maréchal Haftar a collaboré avec la CIA, une aide si appréciée qu'il a même obtenu un passeport US. À présent, le seigneur de guerre a l'air disposé à laisser des élections s'organiser, à condition que l'un de ses fils puisse se présenter. La politique, c'est souvent une affaire de famille. En attendant, l'Union européenne et, en première ligne, l'Italie sont particulièrement inquiètes parce que pas mal de clans prospèrent justement sur le trafic d'êtres humains. Ils rançonnent ou réduisent en esclavage les migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. Or, l'UE et Frontex collaborent étroitement avec les gardes-côtes libyens qui sont eux-mêmes acteurs de ce gigantesque trafic de migrants. Frontex a accusé de renseigner une milice libyenne pour intercepter des bateaux de réfugiés. Voilà, on a plié l'affaire. Les 13 dernières années ont été très difficiles pour les Libyens qui paient les pots cassés d'une révolution arabe qui s'est avérée être un pétard mouillé. Du rêve démocratique, il ne reste aujourd'hui plus rien. Le plan de transition actuel et l'influence croissante du maréchal Haftar ne présagent rien de bon pour le pays. Maintenant, c'est à ton tour. À ton avis, est-ce qu'on aurait mieux fait de laisser Kadhafi au pouvoir? Y a-t-il encore un espoir pour la Libye? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à la partager. Prends soin de toi et à très vite.